J'espère qu'elle sera meilleure que l'année précédente et j'espère que vous avez eu de bonnes vacances. Bien, donc je reprends les questions. Merci. Bien, donc comme je vous ai promis, donc il n'y aura plus de TP à rendre. Vous n'avez que le projet à préparer et je vous laisse donc le temps nécessaire pour ceux qui terminent tôt. C'est bon pour eux parce que j'aurai plus de temps pour voir, pour vous envoyer des directions, des remarques. Sinon, donc vous aurez jusqu'à votre examen de TAIV, TAI plutôt, et peut-être un peu plus, un tout petit peu plus juste pour que vous soyez à l'aise. Mais ne laissez pas trop tarder parce qu'il y a du travail. Et donc, ce qui nous reste, ça va être donc euh, le changement de canot. Donc, c'était le dernier TD qu'on avait vu. Donc, on avait parlé de changement de canot et justement, c'est ce que vous avez dans votre TD, euh, votre projet, pardon. Donc, vous avez des changements de canaux. Donc, on va essayer de transformer de RGB vers HSV et vers X, Y, Z, etc. Donc, les trois canaux qu'on a vus en TD. Ce qui nous reste aussi, c'est de voir rapidement donc, la segmentation. Et là, on aura aussi juste quelques petites fonctions. Donc, vous aurez tout le code que je vais utiliser pour le TP d'aujourd'hui. Donc, il y a juste un tout petit peu d'arrangement que je n'ai pas encore fait. C'est pour ça que je ne vous ai pas envoyé les TP, mais vous les aurez donc au plus tard ce soir. Donc voilà, et pour la semaine prochaine, donc on va essayer de rentrer un petit peu dans les séquences d'images. Pas vraiment des séquences, mais on va essayer de transformer une image 2D en image 3D en utilisant la disparité. Et si vous vous rappelez, lors de notre tout premier cours, on avait parlé de l'image et comment on fabrique une image à travers donc les ondes, le spectre électromagnétique, comment ça se reflète sur la caméra, etc. Mais tout ça, donc, on avait vu juste un petit aspect de l'acquisition de l'image. Mais dans l'acquisition d'image, donc, il y a d'autres formules beaucoup plus avancées que vous allez voir très en détail. Je pense que ça sera au S2 avec Monsieur Larabi. Donc, vous allez beaucoup plus vous approfondir sur l'image, la formation de l'image, la 3D et ainsi de suite. Mais pour ce cours, donc on va juste un tout petit peu introduire donc la disparité et comment donc nos yeux voient en 3D. En fait, nos yeux voient en 2D, mais chaque œil regarde voit une image en 2D et c'est un autre cerveau qui va calculer la disparité. Donc on va essayer de faire ça la prochaine et on terminera avec la disparité, donc le module, donc le programme de notre module. Donc, sans plus tarder, c'est en devoir. Donc, d'abord, aujourd'hui, les changements de canaux. Ensuite, les donc, changements de canaux, segmentation. Et donc, je vais vous rajouter un petit quelque chose, une petite application que j'avais préparée pour la détection de contours. Et on essaiera aussi de se baser sur les contours pour voir si une pomme ressemble à une orange. Voilà, donc je commence rapidement avec le changement de canaux. Donc, de maintenant jusqu'à la fin de ce semestre, donc la semaine prochaine, donc je répète, essayez juste de vous concentrer, essayez juste d'essayer de comprendre ce que je suis en train d'expliquer, mais vous n'aurez pas forcément à tout réimplémenter. Ça, c'est déjà fait. Alors, donc, pour aujourd'hui, donc, tâche 1,
changement de canaux. Donc, je vais importer quelques librairies. Et donc, je vais créer une image avec une hauteur de 3 pixels et une largeur de 3 pixels. Donc, voici notre image. Et donc, je vais remplir cette image avec certains pixels. Donc, je pense que j'espère que je ne me suis pas trompée. Je pense que c'est la même image qu'on a utilisée pour le TD. Normalement, c'est la même. J'espère que je ne me trompe pas de code. Alors, TAI. Il n'y a pas d'interro. Il n'y a pas d'interro. Je vous ai déjà dit qu'il n'y aura pas d'interro. Nous, donc, je vous ai fait travailler tout au long du semestre et c'est vos TP qui vont être comptés comme interrogation. Donc, pas d'interrogation, mais donc c'est pour ça que j'insistais sur les TP et pour moi, c'est encore plus important de travailler sérieusement vos TP quand ça vous permet encore mieux de comprendre ce qu'on est en train d'étudier théoriquement. Alors, une petite seconde. Donc, TD4, normalement, c'était ça. Voilà. Je vais juste fermer cette fenêtre. You are welcome. Je repartage mon écran. Alors, donc, notre image, on avait. Est-ce que j'ai une demande? Non. OK. Alors, 228. Est-ce que j'ai utilisé ça? 228. A priori, non. Je me suis trompée. Ah, non, non, je me suis. Donc, OTP, non, j'avais juste choisi une image en RVB. Donc, pour le T, ah oui, c'est en RVB. Non, c'est pas la même image. Non, c'est pas la même image. On peut changer ça. Donc ça, je pense que je l'ai fait avant le télé. Donc voilà, je crée une image. C'est pas grave. Donc c'est le même principe qu'on a vu en TD, sauf qu'ici j'ai juste changé l'image. Donc voici notre image. Alors premier pixel, deuxième pixel, troisième pixel. Euh, donc le premier ligne, colonne et canal. Et comme on est en RVB, donc premier canal R, deuxième canal V et troisième canal B. Et là, il y a une petite différence entre les canaux, la distribution de canaux dans OpenCV et la distribution de canaux dans Matplotlib. Donc, si vous lisez une image ou si vous affichez une image, vous créez votre image, donc, comme j'ai fait ici, je suis en train de la créer en RVB. Donc, le 0, c'est le R, le 1, c'est le V, et le 2, c'est le V. Par contre, lorsque j'affiche cette image, elle va être affichée en RBV parce que Matplotlib va inverser un petit peu les canaux de OpenCV. Donc, il faut faire très attention donc de prévoir soit de travailler en OpenCV, donc de vous dire que le premier canal, c'est le rouge, ensuite le vert, ensuite le bleu. Mais lorsque vous affichez, essayez d'afficher donc inversement. Lorsque vous affichez bien sûr avec OpenCV, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous affichez votre image avec Matplotlib, vous aurez une image qui ne ressemble pas à l'image originale. Mais c'est juste que Matplotlib est en train d'inverser les canaux de l'image telles qu'elles ont été écrites ou comprises par OpenCV. Donc ça, c'est le canal bleu. Donc vous voyez qu'ici, je suis en train d'utiliser le premier canal. Green, donc G, deuxième canal. Alors, BVR. BVR. Donc, premier canal pour Matplotlib. Donc, Matplotlib va considérer un BVR, donc bleu, vert, ensuite rouge. Alors que OpenCV va considérer
rouge, vert et bleu. Donc, il y a juste une permutation. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Voilà, donc premier index ligne, colonne et canal. Donc, voici notre image. Donc, ça, c'est notre première image en bleu, RBB, donc BBR, en bleu, en vert et en euh, rouge. Donc, plt.imshow, directement, donc je sais que cette image va être affichée en BVR parce que je l'ai créé en me disant que le premier canal, c'est le bleu. Et donc, si je prends le premier pixel, bleu, green, donc vert et rouge. Donc, vous voyez que j'ai une grande dans le bleu, donc j'ai une grande quantité de bleu, une grande quantité de rouge et une petite quantité de vert. Donc ça va nous donner une couleur, une couleur qui tend vers le violet. Et c'est ce que j'ai ici. Je vais la convertir en niveau de gris. Donc, je peux la convertir directement. Donc, ça serait peut-être un peu supposé ce que vous devez implémenter, mais c'est déjà là. Donc, on avait parlé de alpha, bêta, gamma et on avait dit que je peux changer ça, si vous vous rappelez dans le TP. Donc, on s'était dit que le niveau de gris est égal à alpha fois le rouge, plus bêta fois le vert, plus gamma fois le bleu. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Donc, le alpha, le bêta, le gamma, c'est nos coefficients. Et notre image au niveau de gris, ça va être le alpha fois l'image, toutes les lignes, toutes les colonnes, canal 0, toutes les lignes, toutes les colonnes, canal 1, et toutes les lignes, toutes les colonnes, canal 2. Et j'affiche notre image. Donc, voici notre image lorsque je la convertis en niveau de gris. Pareil, ça vous connaissez déjà, ça affiche en couleur alors que c'est en niveau de gris parce que je n'ai pas mis un CMAP est égal à 2. Voilà, donc conversion très simple. Maintenant, conversion en, lorsque je change donc alpha, bêta et gamma, donc je change les coefficients et j'aurai un petit peu cette image. Bien sûr, elle est en RBB pour l'afficher en niveau de gris, donc je rajoute CMAP est égal à 2. Je fais la même chose avec OpenCV et j'aurai exactement le même résultat. Donc, avec OpenCV, CVT Color, donc mon autre image et la conversion. Donc, peut-être que ça va vous aider un petit peu dans votre projet. Donc, je vous laisse aussi ce code. J'affiche l'image avec OpenCV. Donc, ça, vous connaissez déjà. Donc, au lieu d'afficher directement sur, Jupyter Notebook, j'affiche une fenêtre séparément. Je convertis en HSV. Dans HSV, qu'est-ce que j'ai mis ici? Voilà, donc la valeur minimale. Donc, je transforme l'image I en HSV. Je commence par l'image qui est de la taille de notre image originale. Et donc, je dois forcément avoir une image en double. Vous savez qu'en HSV, si je reviens à notre exemple, on avait des valeurs avec virgule. Donc, surtout pour les pourcentages. Parce qu'en fait, HSV, on avait déjà vu, et vous l'avez aussi vu en cours, que ça nous donne des pourcentages de clarté de la couleur et de luminosité. Je reviens. Alors, ça, c'est pour la conversion simple. Donc, on avait dit que le H, c'est le niveau de gris de notre image. Donc, ça reste la même chose. La saturation, donc on avait calculé donc 1 moins. Alors, voilà la saturation. Donc, 1 moins 3, le minimum entre le rouge, le vert et le bleu, sur le rouge plus le vert plus le bleu. Donc, voilà, 3 fois le minimum divisé sur l'image, donc les 3 images. Voilà, donc
l'image point le minimum euh, des 3 canaux, donc de la 3e dimension. Donc, vous voyez ce que j'ai mis ici. Donc, c'est 3 multiplié par le minimum de l'image pour le canal numéro 3. Donc, je prends le minimum du canal et en fait, ça me donne une matrice ici. Donc, ça, c'est une matrice et je divise cette matrice sur un scalaire. Et on avait déjà vu que lorsque je divise une image sur un scalaire, donc tous les éléments de notre image vont être divisés sur ce scalaire. Ensuite, je calcule θ et θ, donc pareil, comme on avait fait en TD. Donc θ, c'est donc je calcule d'abord θ, ensuite je calcule la teinte. Donc c'est le cosinus inverse du rouge moins le vert plus le rouge moins le B sur 2 racines du rouge moins le vert au carré plus le rouge moins le B fois le vert moins le B. Et voilà, voici ce qu'on va trouver. Donc le nominateur, le dénominateur, donc je sépare les deux. Ensuite, je calcule θ. Et ensuite, donc pour ce θ, je vais calculer la saturation à l'intérieur de ma boucle. Donc pour chaque pixel de mon image, première dimension et deuxième dimension, donc pour chaque pixel, je vais voir, donc parfois donc je peux avoir des valeurs, qu'est-ce que j'ai mis ici? Voilà, donc on avait la condition, donc si bêta, si le bleu inférieur égal au vert, donc la condition, ça va être égal directement à θ, sinon ça va être égal à 2π moins θ. Et donc voilà, donc 2π moins θ lorsque le premier canal est supérieur au deuxième canal. Sinon, donc ça reste donc la même chose, ça va être estampe qui est déjà le θ. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Estampe, c'est égal à θ. Ensuite, c'est cette valeur de estampe qui va changer si le canal est différent de l'autre canal. Si le canal, alors bleu et vert normalement. Voilà. Donc si le canal bleu est inférieur au canal vert. Voilà. Donc l'image finale en HSV, donc c'est ce que j'ai ici. Et donc normalement, je l'avais affiché quelque part. Voilà, donc je dois quand même, pour l'afficher, je dois quand même la convertir. Non, normalement, non, je ne l'ai pas affiché, je l'ai affiché plus tard. Bon, en tout cas, donc ici, je ne l'ai pas affiché, mais on peut bien sûr l'afficher. Donc, les valeurs de notre image en HSV. Pour convertir avec OpenCV, donc CVT Color, la même chose comme tout à l'heure. Et maintenant, donc, je lui donne un paramètre Color BGR to HSV. Donc, je convertis les canaux en utilisant OpenCV. Alors, donc, troisième conversion, donc c'est ce qu'on avait vu aussi en cours, en TD aussi. Donc, c'est la conversion de RVB ou RGB en XYZ. Et XYZ, donc vous vous rappelez, c'était très simple à calculer aussi. Donc, c'était la multiplication de notre image fois fois les coefficients. Donc, chaque pixel allait être multiplié par la matrice de coefficients de l'espace x, y, z. Et pour ceux qui ont commencé, et j'ai vu par rapport à vos emails, donc il y a des étudiants qui ont commencé le projet, c'est très bien. Donc, je vous encourage vivement à envoyer des emails, n'hésitez pas, parce que même pour moi, ça m'aide à voir que vous êtes en train d'avancer. Donc, pour ceux qui ont commencé le TP, le projet, et qui ont commencé à transformer donc vers les espaces de couleurs dans l'article, vous avez bien vu qu'on passait par l'espace XYZ. Et je pense qu'une fois, quelqu'un m'avait demandé à quoi sert l'espace XYZ. Donc, l'espace XYZ, parmi les utilisations, donc c'était les utilisations pour le changement de canaux. Ce n'est pas un espace de couleur propre à lui qu'on utilise seul, mais généralement, ça fait partie
d'autres canaux qui sont encore plus utilisés dans d'autres domaines. Donc, notamment donc, l'espace de couleur, ça est là. Donc, X, Y, Z, je reviens par mon TP. Donc, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Voilà. PGR, Inside of RGB. Donc, ça, c'est pour OpenCV. Donc, X, Y, Z. Donc, c'est les coefficients. Et ensuite, donc, je fais tout simplement la multiplication du coefficient par le pixel. Et j'aurai donc l'image X, Y, Z. Voilà, donc voici donc la transformation de l'image en X, Y et Z. Voilà. Y a-t-il des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Pas de questions jusque-là? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut passer à la segmentation. En fait, on va essayer d'alléger un petit peu les deux TP qui restent. Donc, ce ne sera pas beaucoup de choses à voir. Vous avez déjà vu beaucoup de choses et il vous reste aussi votre projet. Alors, donc je passe vers la segmentation. Et qu'est-ce que j'avais préparé pour la segmentation? Voilà, je pense que c'était ça. Alors, rapidement, donc pour l'image originale, on va appliquer un seuillage. Donc, la segmentation, on avait déjà parlé de ça. Donc, je vous ai dit que seuillage et segmentation, c'est la même chose, sauf que seuillage, on va dire que c'est peut-être lorsque on a un seul seuil, le seuillage va être un cas spécial de la segmentation. La segmentation, c'est quoi? C'est regrouper des régions par des facteurs ou des contraintes bien connues. Par exemple, dans une image, je regroupe tous les pixels rouges. Dans une image, dans la même image, je regroupe aussi tous les pixels noirs, je regroupe tous les pixels verts et ainsi de suite. Donc, je suis en train de faire une segmentation, donc prendre seulement les régions qui m'intéressent. Maintenant, récemment, il y a eu, enfin récemment, pas aussi récemment que ça, mais c'est un état de l'art, c'est un travail qui est très connu en vision par ordinateur, qui est la segmentation sémantique. Donc, on parle de segmentation sémantique lorsque je fais une segmentation d'individus. Par exemple, je segmente des humains, je segmente des voitures, je segmente des animaux. Donc, je suis en train de segmenter des régions ciblées qui représentent une donnée particulière. Et là, j'aurais besoin aussi de connaissances. La segmentation telle que le traitement d'image l'a connu et l'analyse d'image au début, c'est basé beaucoup plus sur l'intensité du pixel, donc sur la valeur du pixel, ni plus ni moins. Valeur du pixel, valeur du voisinage, et on essaie de faire une segmentation. Donc, parmi les méthodes les plus basiques, je vais prendre la segmentation ou le seuillage, donc qui est le cas particulier de la segmentation lorsque nous avons un seul seuil, par rapport à une couleur donnée, et seulement une couleur donnée dans notre image. Par exemple, je ramène mon image qui va s'appeler Apple Orange. Donc, Apple Orange est là. Donc, voici l'image originale. Voilà, donc j'ai des oranges et j'ai des pommes. Et notre objectif, c'est de détecter, c'est de segmenter, on va dire, les oranges et les pommes. Donc, à travers une certaine analyse de notre image, on a trouvé, donc, bien sûr, on va lire l'image au niveau de gris. Donc, avant le deep learning, et je vous ai déjà dit ça, donc avant le deep learning, on s'intéressait beaucoup plus au niveau de gris. Pourquoi? Parce que le niveau de gris était suffisant pour notre machine pour faire des traitements soit de traitement d'image, soit d'analyse d'image. Et la segmentation, les premiers travaux de segmentation se basaient beaucoup sur le niveau de gris. C'est ce on est en train de faire ici. On a lu l'image avec seulement le premier canal, donc un seul canal, donc seulement le niveau de gris. Ensuite, on va faire un seuillage seulement par rapport
à la valeur 125. Donc, les pixels qui sont supérieurs à 125, je vais leur donner la valeur 255. Donc, alors, premier paramètre dans CV threshold. Donc, CV threshold, c'est le seuillage avec OpenCV. Donc, CV threshold, je lui donne en premier paramètre l'image, je lui donne la couleur du pixel sur lequel, donc le seuil avec lequel je vais appliquer mon seuillage, je lui donne la valeur de mon pixel lorsque la condition avec le seuil est vérifiée, et je lui donne le type de seuillage. Donc ici, un seuillage binaire, c'est-à-dire, donc les valeurs qui sont supérieures, je leur donne les pixels qui sont supérieurs à ce seuil, je leur donne cette valeur. Binaire inverse, la même chose que binaire, donc un seuillage binaire inverse. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, binaire inverse. Donc, les pixels qui sont supérieurs, je leur donne 0 parce que en fait, c'est la même image, mais à laquelle on calcule l'inverse. Et si vous prenez donc cette image que j'ai en résultat ici, vous lui appliquez l'image inverse que vous avez implémentée dans votre tout premier TP, vous aurez exactement le même résultat que si j'applique seuillage avec threshold binary inverse, donc l'inverse du seuillage binary. Truncated, donc lorsque j'utilise truncated, je vais faire des coupures dans mon seuillage. To zero, donc les valeurs qui sont supérieures vont revenir à 0. Et to zero inverse, donc c'est l'image que j'ai ici, que je vais transformer en 0. Alors ça, c'est juste les titres que je vais écrire pour l'affichage. Et j'affiche donc mes images. Donc binary, donc je transforme mon image. Pixels supérieurs vont être mis à 255, pixels inférieurs vont être mis à 0. Et là, je transforme en binaire inverse. Pourquoi on utilise binaire inverse? Sachez que très très souvent, on aura besoin de ça au lieu de ça. Et je vous ai déjà donné l'exemple de la segmentation et je vous ai dit que très souvent, on a besoin de segmenter, comme vous avez vu dans le projet, des cellules, peut-être des cellules tumorales, peut-être des noyaux dans des cellules. Et la segmentation, donc jusqu'à aujourd'hui, c'est très, très utilisé en imagerie médicale. Et en imagerie médicale, on va essayer de détecter ces composantes que j'appellerai plus tard des composantes connexes. Et c'est ces composantes connexes sur lesquelles je vais effectuer certains traitements par la suite. Par exemple, je calcule le périmètre de cette composante, je calcule la taille de cette composante, je calcule l'excentricité de cette composante, la convexité, la concavité, convex hull aussi. Et en fait, ça me sert à quoi? Ça me sert, par exemple, à différencier des cellules tumorales de cellules saines. Vous savez que pour les cellules tumorales, généralement, la forme est très mal faite. Et donc, lorsque la forme est très mal faite, on va avoir donc le périmètre qui est encore plus grand. On va avoir aussi de grandes convexités et concavités. Donc, le convex hull, c'est-à-dire le degré de convexité et de concavité de notre forme va être très grand. Donc, ça va être très simple de différencier une cellule tumorale d'une cellule saine. Donc, pourquoi je fais de la segmentation? Dans le cas du traitement, dans le cas de l'imagerie médicale, donc je prends une image, je lui applique un seuillage, j'applique le seuillage inverse, donc c'est juste l'inverse de cette image. Pourquoi? Pour avoir les composantes connexes. Donc, une composante connexe, c'est une composante qui contient des blancs connectés avec un chemin, un path. Et à partir du moment où j'ai une composante connexe, je peux détecter une région d'intérêt, donc faire un crop ici, et aller plus loin pour calculer des mesures sur cette composante connexe.
Alors, these variants of the original image. The original image. This one, original image. Yes. Okay. Do we manually make them or we extract them from our data set in the pre-processing phase? It depends. It depends on your data set. Donc, si vous avez une dataset qui a besoin de pre-processing, vous devez passer par le pre-processing. Par exemple, l'article que je vous ai donné, tout ce que cette personne a fait donc lorsque les auteurs ont commencé à changer donc les espaces de couleurs, lorsqu'ils ont fait le filtre médian sur les 3 canaux, donc tout ça c'était du pre-processing. Et ensuite, on va faire de la segmentation sur l'image avec pre-processing. Pourquoi pre-processing? Parce que parfois, le contraste n'est pas bon. Et en fait, tout ce qu'on a vu du début de notre semestre, par exemple l'égalisation d'histogramme, les filtres, donc filtre médian, filtre moyen, etc. Donc tout ça, c'est des parties du traitement d'image qu'on va utiliser pour justement pre-processing des images. Parce que si je ne fais pas de pre-processing, parfois ça va être difficile de faire le travail qui vient plus tard. Donc, je veux avoir des informations sur chaque région que j'ai ici. Il se pourrait que j'aurai beaucoup de bruit si je n'applique pas un filtre médian à l'avance. Donc, pour la question, do we manually make them or extract them? You can extract them directly from your dataset. Mais si vous les prenez tels quels from your dataset, de votre base d'images, il se peut que vous n'ayez pas le résultat attendu. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Qu'est-ce que vous avez comme image? Et c'est lorsque vous voyez vos images, et demain vous aurez votre master, vous serez amené, déjà avant d'avoir votre master pour votre projet de fin d'études, déjà, vous devez d'abord avoir votre dataset, voir votre dataset et réfléchir qu'est-ce qui va m'arranger le plus. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tous les chercheurs en vision par ordinateur, que ça soit donc pour l'imagerie médicale, pour l'imagerie naturelle, pour l'imagerie satellitaire, pour les hyperspectrales, les images hyperspectrales, on n'arrive pas à faire de la généralisation. C'est un très gros problème. Si j'ai un algorithme, il se pourrait qu'il marche très très bien pour l'image des planètes, pour détecter des galaxies, mais lorsque je le ramène vers la détection de noyaux dans des cellules, ça marche d'une façon très médiocre. Donc, première des choses, c'est visualiser notre dataset et voir ce qu'on peut faire dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mustapha? Madame, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, madame, ma question c'est à propos le deep learning. Est-ce que quand j'utilise des images originales qui sont bons, genre l'état de la dataset que j'utilise est bonne, est-ce que je dois faire les variantes, genre binary inverse, truck, etc. Est-ce que ça va augmenter genre la précision ou genre, le résultat du modèle TI ou là est-ce que c'est obligatoire de trouver Hado ou là genre si la dataset est bonne, ça suffit. Très bien, très bien, très bien. J'ai compris votre question. Ok. Pour le deep learning, là, on va aller vers autre chose. Donc, pour le deep learning, on n'a pas besoin de faire de la segmentation déjà. On peut utiliser du deep learning pour déjà deep learning model, a deep network va faire déjà lui-même la segmentation. Il y a des modèles UNet, etc. qui eux-mêmes font de la segmentation. Maintenant, deep learning, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez faire de la segmentation, bien sûr, vous allez prendre vos images telles quelles. Si vous voulez faire de la classification, vous pouvez aussi prendre votre modèle
tel quel, votre dataset tel quel. Mais maintenant, si vous utilisez Deep Learning pour la segmentation, c'est pas le même processus, c'est pas le même modèle, pas du tout, c'est pas la même architecture, c'est pas le même output. Le input, c'est généralement le même. Généralement, on donne l'image en 3 canaux, mais il y a certains modèles qui vont faire des pre-processing pour l'entrée de votre modèle. Ça, c'est pour la segmentation. Pour la classification, pareil, vous pouvez prendre vos images telles quelles et appliquer votre modèle. Il n'y a pas de souci à prendre vos images telles quelles. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le data augmentation. Donc, pour le data augmentation, vous allez faire d'autres processus, la rotation de l'image, le changement d'échelle, je sais pas, le changement de contraste. Donc, tout ce qu'on a vu, est-ce que vous allez faire de la segmentation? Si vous êtes en classification et si toutes vos données ne sont pas segmentées, vous ne devez pas faire de la segmentation en entrée de votre modèle. Pourquoi? Parce que toutes les entrées de votre modèle doivent avoir le même raisonnement. C'est-à-dire, en entrée, j'ai des images RBB. Toutes vos images de votre base de données que vous allez mettre dans votre modèle doivent être des images en RBB. Maintenant, vous pouvez certaines améliorer le contraste, d'autres laisser sans amélioration, etc. Et là, on part vers le data augmentation. Et ce n'est pas le pre-processing qu'on est en train de faire ici. Ça, c'est une segmentation à part. Ce que je fais pour thresholding, c'est pour avoir une image binaire pour laquelle je vais détecter des régions d'intérêt. Maintenant, autre chose, ce que je peux utiliser par la segmentation. Exact, en fait, exact. Augmentation, resize, flip, exactement. Donc, resize, flip, etc. C'est ça l'augmentation que vous allez utiliser pour augmenter vos données, pour rajouter une généralisation à votre modèle de classification. Donc, si vous faites de la classification, bien sûr, ou votre modèle de type learning, donc vous allez lui rajouter de la précision. Pourquoi? Parce qu'il va être plus robuste aux augmentations que vous avez faites. Si par exemple vous voulez détecter une personne dans une image, vous faites la rotation de l'image et vous la donnez à votre deep network, il va reconnaître cette personne même si l'image a subi une rotation, donc même si la personne est inclinée. Maintenant, je reviens vers la remarque de Sarah. On peut utiliser dans la classification la segmentation. Effectivement, donc si j'utilise la segmentation, je sors un petit peu du contexte de deep learning. Je fais de la segmentation. Ensuite, j'extrais des informations géométriques. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je prends, par exemple, le périmètre de cette région, son périmètre, sa superficie, le nombre de pixels, son aspect ratio, donc la hauteur divisée sur la largeur, etc. Donc, c'est des informations géométriques qui me donnent de l'information. Ça ne va pas forcément me servir pour un deep network. Le deep network, il a besoin d'absolument rien. Il a besoin juste des images. Tout ce que je rajoute en pre-processing, c'est pour rajouter la généralisation de mon deep network. Maintenant, autre chose que je peux utiliser, la segmentation pour donner à un deep network, c'est détecter donc ma région d'intérêt et faire un crop, donc extraire, couper juste cette région et la donner à mon modèle de classification pour qu'il apprenne que ça, c'est une pomme, et ça, c'est une orange, et ça, c'est une pomme, etc. Au lieu de lui donner toute l'image et lui dire, il y a 3 pommes et 5 oranges dans cette image. Au lieu de lui dire ça, je lui rajoute de la précision, je découpe chaque région et je la donne, bien sûr, je découpe, donc j'utilise la segmentation juste pour détecter les régions d'intérêt, je les découpe, mais je reviens sur mon image RVB, parce que là, je n'ai pas beaucoup d'informations, j'ai juste shape. Et shape, ce que nous dit la littérature et ce que dit l'état de l'art et ce que nous disent les chercheurs depuis des années, c'est que shape, c'est pas toujours suffisant pour reconnaître un objet dans une image.
C'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Vous voyez ici, par exemple, pour cette segmentation, je vois, bon, pour binary et binary inverse, c'est exactement la même chose. Sauf que j'ai juste inversé le blanc, j'ai rendu noir et le noir, j'ai rendu blanc. Pourquoi je rends le blanc noir et noir blanc? Tout simplement parce que il y a des algorithmes qui détectent les composantes connexes qui sont déjà implémentées en OpenCV et qu'on peut implémenter aussi. Mais ces images, pour eux, une composante connexe, c'est la région blanche. Donc, si j'applique composante connexe sur cette image, j'aurai seulement la région, donc pas les éléments qui m'intéressent, mais seulement le background. Et ça ne m'intéresse pas de calculer la géométrie du background. Ce qui m'intéresse, c'est ces formes. Donc, je fais binary inverse juste pour avoir les composantes connexes qui sont à l'intérieur. Ça, c'est des composantes connexes. Non, non, vous ne devez pas faire. Ça dépend. Mustafa, ça dépend de votre cas. Ça dépend vraiment de votre cas. Euh, c'est une solution. Vous devez voir ce cas, oui. Ce cas, donc pour ce cas, je veux extraire les formes. J'applique une segmentation. Maintenant, je peux utiliser un deep network de segmentation. Et là, je ne vais pas passer par CH. De la chose, je ne vais pas utiliser. Je vais directement utiliser le deep network, par exemple UNet, qui va directement segmenter. Lui-même faire la segmentation, je n'aurai pas besoin de passer par une segmentation avec OpenCV. Je ne sais pas si c'est plus clair. Très bien. Et ce qui reste ici, c'est d'autres principes. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de quoi. Donc, ce qui reste ici, c'est d'autres problèmes. Madame, est-ce que vous pouvez mettre ce notebook? Et je les trouve très riches en informations. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je vous ai dit en début de séance que tout ce qui reste comme TD, comme TP, donc vous n'aurez pas à implémenter. Donc, je vais vous envoyer toutes les implémentations que j'ai. Donc, il nous reste donc segmentation, changement de canaux. Donc, ça, vous aurez un maximum ce soir. Changement de segmentation aussi, vous les aurez ce soir. Et qu'est-ce que j'avais prévu aussi? Bon, détection de contour, mais je pense qu'on n'aura pas le temps pour la détection de contour. Mais je peux vous laisser aussi détection de contour. Hein. Voilà, donc ensuite, donc voici l'image avec les composantes connexes. Et ce qui nous reste ici, c'est donc dans notre composante connexe, je veux extraire des informations. Et parfois, vous voyez ici que parfois, il y a la forme qui n'est pas bien détectée. Je ne sais pas, Yasmine. Vision, normalement, ça ne sera pas avec moi. Ce qui vous reste, ça sera de la 3D. Donc, normalement, la 3D, vous allez faire avec Monsieur Lara. Moi, normalement, on fera de l'intelligence artificielle, on fera du machine learning. Pour les CNN, vous n'allez pas les faire en 3D. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que Monsieur Larabi aura prévu faire des CNN parce qu'il y a des CNN pour la 3D. Mais donc, on essaiera de faire. Inch'Allah, si je prends le module, donc si je prends le module machine learning, on fera ça. On fera machine learning et deep learning. C'est ce que je prévois de vous faire en S2. I would like to. I would like to. J'espère que vous êtes satisfait de mon TD. J'espère moi aussi parce que c'est un module que j'aime beaucoup et Deep Learning j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup. Donc, Inch'Allah, je vais vous prendre le S. Thank you, my pleasure. Donc voilà, ensuite, donc pour donc juste une petite remarque, je vous retiens juste encore 2 minutes, juste pour quelques explications. Donc ici, non, pas de méta-heuristique.
Non. Non, j'ai pas prévu de méta-heuristique en segmentation. Enfin, peut-être un petit peu watershed, mais ce sera juste un survol. Voilà, donc juste une petite remarque ici. Alors, donc dans nos objets, quand j'applique une segmentation, il se peut que mon objet soit déformé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un éclairage que j'avais pas ici, qui n'était pas conforme. Donc, qu'est-ce qu'on applique? On applique ce qu'on a déjà appris, la dilatation et l'érosion. Donc, dilatation, érosion d'abord, ensuite dilatation, et vous voyez que j'ai de meilleures formes. Et là, c'est encore plus possible. Donc, vous voyez, seulement à partir de la forme de notre image, je peux dire que ça peut être des pommes. Ça peut être des roues de voiture, ça peut être des oranges, mais je sais que c'est des formes de rondes. Donc, si à ces images, à cette forme, je rajoute la couleur et je rajoute un region of interest, donc une région d'intérêt ici, et je coupe mon image, donc je pourrais mieux reconnaître donc cet objet. Voilà, donc la morphologie, donc tout ça on a déjà vu. Ensuite, donc je peux détecter les contours. Comment je détecte les contours? Tout simplement en utilisant donc l'opération, la différence entre la dilatation et l'érosion. Donc je prends l'image, je lui applique une érosion, donc elle va être plus petite, je lui applique une dilatation, elle va être plus grande, et j'aurai un petit peu quelque chose qui ressemble au contour de ma forme. Bien sûr, il y a des méthodes de détection de contours beaucoup plus avancées, telles que Canny Edge Detector que j'avais préparé. Mais bon, soit on le voit très rapidement la séance prochaine, soit je vous l'envoie directement TP. Si vous avez des questions, vous me posez, il n'y aura pas de souci. Voilà. Et ensuite, donc vous avez dans votre projet Top Hat, Bottom Hat, Top Hat. Donc par exemple pour le Top Hat, donc voici la morphologie que je vais appliquer pour avoir Top Hat et Black Hat. Voilà, est-ce que j'avais préparé? Donc ça, vous connaissez déjà, donc l'élément structurant pour la morphologie et une dilatation avec un élément structurant euh, donc, que j'aurais moi-même défini. Et vous vous rappelez, un jour, je vous ai dit que l'élément structurant, je peux le définir sous forme d'un diamant, sous forme d'un rectangle, etc. Et c'est justement cette option, donc cv.morph cross. Voilà, dilatation avec un élément structurant d'un autre type. Donc, élément, une ellipse. Et vous pouvez utiliser n'importe quel élément structurant pour effectuer vos dilatations et vos érosions. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais préparé. Je vais essayer d'envoyer donc les contours, la détection de contours. Donc pareil avec OpenCV, vous pouvez juste appeler cv2.cani et donc extraire les contours de votre image. Voilà, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que j'ai déjà pris 5 minutes de votre temps? Oui, oui, Ami. Oui, d'accord, je vais voir. Ça, je pense que je vais vous répondre plus tard parce que je pense que j'avais vérifié ça et je l'ai mis normalement. J'avais mis une note quelque part par rapport à ça. Je vais vous répondre, Amine. Je vais vous répondre soit dans la soirée, soit maximum durant notre séance de TD, maximum. Il n'y a pas de... Autre chose? Et quand vous avez des questions sur le projet, n'hésitez pas à m'envoyer un email parce que
quand je vois un email, j'ai plus de temps pour vérifier avant de vous répondre. Et même vous, ça vous bloque pas. Can we ask you about the module? TAN. What is TAN? Ah, TAN, ok. Quel module? Can we ask? Yeah, go ahead if I can answer. Okay, no problem. Okay, no problem. You're welcome. Thank you. Any other questions? D'autres questions, s'il vous plaît? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des emails en cas de besoin. Je prends un petit peu de temps à vous répondre, mais je vous réponds toujours. J'essaie de faire le plus tôt possible. Have a great evening too, and see you next session.